je déteste l'école. Et pourtant je fais des longues études, donc on pourrait penser le contraire. Sauf que je trouve que le système éducatif actuel est totalement inefficace. La preuve, j'ai presque oublié tout ce que j'avais appris en 6 ans d'études supérieures. Les rares choses que je me souviens encore aujourd'hui, c'est des connaissances que j'avais besoin d'avoir pour exercer mon métier et que j'ai dû réapprendre sur le tas en travaillant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je sais qu'en ce moment c'est la période des examens pour pas mal d'entre vous. Et généralement c'est aussi le moment où on panique parce qu'on ne sait pas comment faire pour avoir le temps d'apprendre tous nos cours à temps. Donc pour vous aider en tant qu'étudiant, j'ai décidé de faire une série de 10 vidéos où je vais vous aider à réviser vos examens au mieux, même si vous y prenez au dernier moment. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche, à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo et à la partager à des camarades que ça pourrait intéresser. Sur ce, passons au sujet principal de cette vidéo. Je pense pas vous choquer si je vous dis que l'école nous forme pas vraiment à nos futurs métiers. Et c'est normal parce que l'école, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été conçue pour une période différente, celle de l'industrialisation. On se rend rapidement compte quand on regarde comment elle est structurée. Si on y réfléchit, une école c'est un peu construit sur le même modèle qu'une usine. Par exemple, il y a une sonnerie pour nous signaler qu'un cours est fini et qu'on doit passer au suivant. On sépare les matières à apprendre comme on séparait les différentes unités d'assemblage d'une même usine. On classe les enfants en différents lots en fonction de leur année de naissance. Pourquoi on fait ça? Comme si le plus grand point commun entre deux enfants, c'était leur âge. Alors qu'on sait tous qu'au même âge, il y a certains enfants qui sont meilleurs que d'autres dans une même discipline. Et aussi, parfois, il y en a certains qui sont meilleurs quand ils travaillent en groupe, d'autres quand ils travaillent seuls. On ne peut pas classer les enfants juste en fonction de leur âge. Ça n'a pas de sens. Ensuite, on les réunit dans des classes de 20 à 30 élèves, parfois même dans des promotions de 100 à 300 élèves à l'université, et on leur demande de suivre un cours en restant assis sagement à écouter le prof. Alors qu'avec le recul qu'on a aujourd'hui en neurosciences, on sait que c'est la pire manière d'enseigner un savoir à quelqu'un. Déjà, on sait que notre cerveau s'investit pour apprendre quelque chose à partir du moment où il sait pourquoi il doit l'apprendre. Il faut qu'il y ait une motivation derrière. C'est super important. Si vous savez pourquoi vous devez apprendre quelque chose, mais que vous ne connaissez pas de méthode d'apprentissage particulière, vous arriverez quand même à apprendre. Peut-être plus lentement, plus difficilement, certes, mais vous y arriverez quand même. Savoir pourquoi on apprend quelque chose, c'est 80% du travail fait. Donc si vous avez du mal à apprendre vos cours, c'est sûrement que vous n'avez pas trouvé cette raison-là. Posez-vous la question, pourquoi vous devez réviser vos cours? Ça peut être parce que ça vous permettra d'être compétent dans votre futur métier. Ou peut-être tout simplement que ça vous aidera à valider vos examens et c'est tout ce qui vous intéresse pour le moment. Le plus important, c'est de trouver une raison qui vous pousse et qui vous motive à réviser. Mais pas la peine de se mentir, parce qu'on sait tous qu'il y a certains cours qui valent même pas la peine d'être appris, tellement qu'on voit pas ce qu'ils peuvent nous apporter. Personnellement, moi je me disais qu'il fallait que je révise, parce que si je le faisais pas, j'allais rater mes examens, et donc j'allais passer au rattrapage. Et généralement, ils étaient à la fin des vacances d'été, donc si je ratais mes partiels, je perdais aussi au passage mes vacances d'été. Et peut-être même qu'au final, je pouvais rater mon année et avoir à me la retaper. Avec tout ce que ça sous-entend. J'aurais pas la même promotion, donc pas les mêmes camarades, j'aurais été séparée de mes amis et ça nous aurait éloignés, et surtout, j'aurais perdu une année. Bref, je me faisais un scénario catastrophe pour me motiver à travailler. Moi, c'est ce qui m'aidait à me motiver. Après, je sais que certains sont plus motivés quand il y a une carotte au bout. Par exemple, ils s'autorisent à aller en vacances uniquement s'ils valident leur examen. C'est à vous de choisir l'option qui correspond le plus à votre personnalité. Un autre problème avec l'école, c'est qu'en nous entassant dans des salles de classe et des amphis pour nous faire écouter le cours donné par le prof, il nous place dans une position passive, alors que le cerveau apprend mieux quand il est proactif. Ça encore, ça a été prouvé par la science. Pour vous donner un exemple, imaginez qu'on vous apprend à poser une division comme on nous l'a appris classiquement à l'école. D'ailleurs, je pense que j'ai oublié comment le faire tellement cette méthode est contre-intuitive. Personne dans la vie de tous les jours fait une division en la posant, à part si vous êtes un psychopathe, mais dans ce cas-là, je peux rien pour vous. Mais plus sérieusement, comment est-ce que notre cerveau réfléchit pour résoudre une division? Par exemple, imaginez que vous avez 100 € et que vous voulez les distribuer à part égale à 4 personnes. Intuitivement, vous allez séparer cette somme en 2, puis encore en 2, pour avoir 4 parts égales. Et là, il vous reste plus qu'à compter et vous avez le résultat de la division. Bon là, dans mon exemple, j'ai déchiré un billet de 10 en 2 pour faire 5 €. Mais vous m'avez compris. Vous voyez bien qu'en s'imaginant les choses concrètement avec des exemples de la vraie vie, on comprend et on apprend mieux que si on suit une méthode bêtement sans la comprendre. C'est la différence entre la théorie et la pratique. Vous allez vous en rendre compte quand vous allez entrer dans le monde du travail si c'est pas déjà le cas. Quand on commence à travailler, ce qu'on a appris sur les bancs de l'école, ça nous sert limite à rien. Parce que déjà on l'aura oublié. Donc c'est comme si on l'avait jamais appris. D'ailleurs c'est pour ça que quand on débute dans un métier, notre employeur a du mal à nous engager.
parce qu'il sait qu'il va devoir investir du temps et des moyens pour nous former avant qu'on soit opérationnel. Et c'est dans ce contexte-là du travail qu'on va le mieux apprendre, en s'exerçant et en se trompant. Ce qui m'amène à mon point suivant. Pour apprendre et avancer, il faut échouer. Sauf que le système scolaire ne récompense pas l'échec. On est jugé sur nos connaissances à un moment T. Si on ne performe pas aux examens, on a des mauvaises notes et on doit retaper l'année. Alors que dans la vraie vie, on sait tous qu'on échoue au début avant de faire un travail de qualité. Comme l'a dit un jour Thomas Edison, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. C'est comme ça qu'on devrait envisager un problème. Une expérience simple que vous pouvez reproduire chez vous pour intégrer le fait qu'il faut échouer avant d'arriver à un résultat satisfaisant, c'est de vous entraîner à faire des ronds sur une feuille. Vous verrez qu'au début, ils seront approximatifs, mais à mesure que vous avancez, ils deviendront plus circulaires. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est les crêpes. Quand on apprend à faire des crêpes, la première, elle est souvent ratée. Mais c'est grâce à toutes ces premières crêpes ratées qu'on finit par maîtriser le geste et arriver à faire des crêpes nickel qui enchantent les papis de notre famille les dimanches matins. Dans le cas des crêpes, on arrive à comprendre que l'échec de nos premières crêpes ratées nous a justement aidés à devenir meilleurs. Mais dans le cadre de l'école, quand on a des mauvaises notes, on nous catégorise systématiquement comme étant en situation d'échec scolaire, comme si l'échec était interdit et qu'il fallait l'éviter au maximum. Alors qu'il faudrait au contraire embrasser l'échec, l'accueillir chaleureusement et apprendre de ses leçons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le futur. Un autre problème de l'école, c'est qu'elle nous induit à penser qu'il y a une seule solution à un même problème. La seule manière de résoudre un problème, c'est d'utiliser la formule qu'on apprend en cours et qu'on doit appliquer bêtement sans parfois comprendre à quoi elle sert. Et à force de penser qu'un problème n'a qu'une solution, on rend notre cerveau paresseux, parce qu'il finit par comprendre que ça sert à rien de réfléchir. Après tout, quelle est la probabilité qu'on tombe sur la bonne solution par nous-mêmes? Et on finit par grandir avec cette croyance selon laquelle, pour résoudre un problème, il faut trouver la solution ultime. Sauf que dans la vraie vie, il n'y a pas une seule et bonne manière de faire les choses. Il y a plusieurs chemins qui nous permettent d'arriver à la même destination, et ça peut nous mettre plus ou moins de temps pour y arriver selon le chemin. Et c'est à nous de trouver le chemin qui nous correspond le plus en fonction de nos objectifs et de nos ambitions personnelles. C'est sur ces mots pleins d'espoir que la vidéo arrive à sa fin. Dites-moi en commentaire si vous partagez mon opinion sur l'école et ce que vous en pensez personnellement. Avant de se quitter et si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à me laisser un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'aborde un thème précis en vidéo. Sur ce, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Ciao!